Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Protéines végétales, comment relever le challenge organoleptique. Je suis Mélissa Nourry, ingénieure innovation au sein de Vitagora, en charge de l'organisation et de l'animation de cet événement qu'on a co-organisé avec Terre Univia. Marie Dubo, qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui et qui pourra répondre à vos questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions pour l'ensemble des participants dans le chat. Je me chargerai de leur poser ces questions à la suite de leurs interventions. Aujourd'hui, au programme, 5 intervenants. Une première intervention de Jérôme Madoc, directeur général de Savencia, sur le fromage peut-il participer à une alimentation plus végétale. Ce sera suivi d'une intervention de Benoît Goldschmidt, Scientific Insight Director Abel, sur les défis techniques et scientifiques liés à l'utilisation de protéines végétales dans les alternatives au fromage. Puis Caroline Perrault de Nutrition and Health R&D de Rocket, qui nous fera une intervention sur la protéine de pois, un atout majeur pour relever les défis de la nutrition santé. Puis une intervention de Rémi Sorel, enseignant-chercheur au sein de l'UMR-PAM, sur les gels de protéines végétales, analogues de fromage ou substituts. Et enfin, Gilberto, responsable de l'activité céréales du CTCPA, clôturera ce webinaire avec une intervention sur les outils pour aider à la formulation de produits à base de protéines végétales, en prenant l'exemple de la saucisse. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre première intervention, Jérôme Madoc. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour parler fromage sans lait, ou fromage végétal, comme on a de plus en plus tendance à le dire. Alors, c'est peut-être le sujet le moins évident sur les substituts. Je voulais juste revenir en quelques secondes sur vraiment un prisme très franco-français, qui est le doute que vous devez aussi entendre beaucoup sur les substituts et sur le végétal, et que finalement, ce ne serait qu'une tendance, qu'un court trend, et que ça ne marchera jamais. Et on reviendra sur un des insights, qui est d'ailleurs le premier, qui est de dire finalement, ce n'est pas bon. Alors, c'est parfois une idée reçue, parce que quand on regarde le niveau de pénétration, il n'est pas très élevé. Je vous donne juste un chiffre pour le fromage végétal en France. En fait, sur les 12 derniers mois, il y a 96% des Français qui n'en ont pas acheté. Voilà. Par contre, il y a une très grosse partie qui est convaincue que c'est très mauvais. Et après, il y a d'autres insights que vous connaissez par cœur. C'est trop cher, c'est ultra transformé. Et de nouveau, ce phénomène de mode, souvent des assimilations d'ailleurs au bio, un nouvel élément qui est très franco-français. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à tout ce qu'on peut entendre, à tout ce qu'on peut voir, parce que finalement, le français est quelqu'un de très paradoxal. Je vous ai remis, et pardon, parce que c'est très caricatural, mais à gauche, tout ce que le français déclare soutenir, déclare cuisiner, commander au restaurant, et à droite, donc ce qu'il fait. Qui, cette semaine, n'a pas prévu de manger une pizza ou des pâtes, ne serait-ce qu'une seule fois, ou un burger. C'est rentrer vraiment dans les habitudes. Et donc, le consommateur français a une consommation alimentaire extrêmement large, variée, et s'inspire de tout un tas de traditions. Alors, pour continuer dans cette démarche, c'est déjà de récapituler ce qui sont pour nous, chez Savencia, les raisons d'y aller, de se focaliser sur le développement d'alternatives. Bon, déjà, on n'a jamais eu autant de raisons de vouloir changer, de vouloir faire évoluer sa consommation. Il y a des accélérations plus liées au Covid, liées à la guerre en Ukraine. En tout cas, si on reprend les fondamentaux liés à la santé, qui reste la préoccupation numéro 1, mais aussi les prises de conscience au niveau impact écologique et aussi bien-être animal, voilà, les consommateurs français sont très en retard par rapport à beaucoup de consommateurs des pays occidentaux notamment, mais sont en train petit à petit de réaliser que ce que l'on mange impacte vraiment son corps, sa santé, mais aussi son environnement. Le deuxième point, il y a aussi beaucoup de portes ouvertes, mais plus on démarre tôt, plus on est dans les premiers, plus on a quand même de chances d'y arriver. Déjà parce qu'on teste le marché, on a des retours concrets qui ne sont pas juste des on pense que, et donc on peut aussi faire évoluer son offre. Si je prends ce qu'on a fait chez Savencia et notamment le tartare végétal, j'en redirai 2 mots tout à l'heure, on a déjà fait évoluer 3 fois la recette. À un moment, il faut se lancer. Dès qu'on considère qu'on a quelque chose de très bien, et quand on cherche l'excellence, et tous les groupes font ça, eh bien, petit à petit, on va amener des optimisations.
Le troisième point, une autre évidence, moi j'entends souvent pourquoi est-ce que dans le fromage, n'en profitez pas pour faire des créations très originales. Ben, en fait, on ne le fait pas parce que personne ne les achèterait, tout simplement. Le consommateur a besoin de code, hein. Le consommateur a besoin de repères, et il faut commencer par substituer ce qui est substituable. Donc là, il y a évidemment un biais par rapport au fromage, mais je pense que ça s'applique à tout un tas de catégories. Aller chercher à copier, par exemple, de l'époisse, c'est peut-être pas une très bonne idée. Par contre, sur des produits plus ingrédients comme du râpé, peut-être que le consommateur sera plus enclin à switcher, peut-être d'ailleurs qu'il ne verra pas vraiment la différence avec le produit qu'il avait l'habitude d'acheter de par son usage. Et donc, si le consommateur veut intégrer un peu plus de végétal dans son alimentation, eh bien, peut-être commençons par les produits les plus faciles à substituer. Le quatrième point qui est très important, c'est qu'on le voit bien dans le développement des substituts, souvent ça casse tout ce qu'on a pu apprendre dans nos catégories d'origine. Et dans l'alimentaire, il y en a énormément, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle, qui sont traditionnelles. Moi, j'ai coutume de dire que le végétal, c'est comme de la food tech. La food tech, c'est quoi? C'est de la vitesse et de la disruption. Et si on n'intègre pas ces deux facteurs, il est probable qu'on soit un petit peu en retard par rapport à sa catégorie, par rapport à son marché. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est de parler de l'implacabilité du végétal. C'est-à-dire que lorsqu'on reprend l'ensemble des critères majeurs d'achat d'un consommateur, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire le prix, c'est-à-dire la cohérence écologique, et finalement la naturalité, bien évidemment, l'apport nutritionnel, se dire qu'à terme, alors, je ne vais surtout pas m'engager ici et donner une année, mais à terme, il est très très fort probable que le végétal ou que les substituts de façon générale égalent les offres animales sur tout un tas de ces critères, voire même sur certains les dépassent. Alors, notre vision chez Savencia, c'est de faire finalement en végétal ce qu'on fait en animal. Le premier point, c'est d'être extrêmement focalisé sur le plaisir. Si les produits ne sont pas bons et même ne sont pas très bons, ils seront quand même très difficilement achetés, en tout cas pas rachetés. Donc c'est le premier critère. Et ensuite, le végétal va amener aussi d'autres intérêts au niveau de la santé. On peut aussi faire des très belles choses en termes de naturalité. On a développé toute une offre qui est 100% cleanable, ce qui est a priori pas le cas de la très très grande majorité des offres d'alternatives au fromage. Et puis il y a une dimension qui est clé, hein, c'est d'être access. Il faut être idéalement au prix de l'animal, et sinon sur un indice vraiment très faible, 110, 115, on va dire maximum, pour que le consommateur puisse encore une fois intégrer un peu plus de végétal dans son alimentation. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit l'apport des substituts chez Savencia, c'est de permettre au consommateur, de par une offre qui restera pour beaucoup à forte dominante animale, mais d'intégrer progressivement plus de végétal. Donc, nous, on a deux types d'approches chez Savencia. On y va par nos marques qui sont très connues, Tartare en France, Bresso qui est exactement l'équivalent de Tartare en Allemagne, qui permet aux consommateurs d'avoir confiance, de se dire que ces marques-là font des offres vraiment très, très, très bonnes, très savoureuses. C'est-à-dire que si elles le font en animal, probablement qu'elles ont des choses très qualitatives en végétal. Et ça marche. Par contre, quand on a des marques qui, chez Savencia, sont très des branduits, c'est-à-dire qu'on a une marque et on a des produits très, très spécifiques qui tournent autour de cette marque, si on veut aller plus large et si on veut avoir un discours aussi un peu plus singulier au niveau de la transition alimentaire et de la transition écologique, eh bien des marques dédiées comme Vivre Vert en France ou Hope, qui vient d'être lancée en Allemagne en décembre dernier, Vivre Vert, c'était en octobre 2021, eh bien, ça permet de compléter notre portefeuille de marques existantes. Donc, je passe très vite sur les illustrations. Donc, voici Tartare et Bresso. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà pu tester l'offre Tartare. Également l'offre Vivre Vert, donc, qui est disponible en France. Et donc, sous Hope, vous trouvez finalement les mêmes produits que sous Vivre Vert. C'est juste qu'on a adapté la marque par rapport au marché. Et ça, c'est aussi la démarche locale que l'on a chez Savencia. Donc, pour conclure, le temps passe très vite. Je n'ai pas trop regardé le chrono. Je crois être encore dans le timing. Je vais donc prendre 1 minute pour conclure.
Je parlais de food tech, donc le 100% végétal, c'est une voie, mais il y a aussi d'autres solutions qui sont en train d'émerger, comme la fermentation. Et là, c'est extrêmement varié. Vous pouvez fermenter, comme vous savez, des offres de base, on va dire, végétales. Mais il y a d'autres types de fermentation, comme la biomasse, qui apporte quand même des solutions naturelles assez satisfaisantes. La fermentation de précision, qui va beaucoup faire parler, parce que il y a quand même dans le processus une part OGM, même si l'ingrédient final ne l'est pas. En tout cas, l'acceptabilité conso sera questionnée. Même chose pour l'agriculture moléculaire en ce qui concerne aussi le fromage, générer des protéines identiques à celles du lait à partir de plantes. Il faudra faire beaucoup de pédagogie et être très vigilant sur la communication pour que le consommateur accepte ce nouveau type de solution. Et le cellulaire, alors bon, là on est quand même sur un prélèvement animal à la base, donc là aussi pour le consommateur, il faudra comprendre ce qui se passe et voir quels sont les intérêts apportés par rapport aux offres 100% végétales. Et donc dans certains cas, on va être dairy free, dans d'autres cas on va être animal free. On ne pourra pas dire dairy free parce que fermentation de précision, agriculture moléculaire, vous apportez une protéine peut-être quasi, voire 100% bio-identique à celle du lait. Donc, des personnes allergiques à la protéine laitière ne pourront pas consommer de produits substituts à partir de fermentation de précision ou d'agriculture moléculaire. Et après, vous avez le breeding free, le sans pâturage, quand vous êtes sur la culture cellulaire. Donc, on voit bien que les solutions apportées, elles auront des conséquences sur le produit fini en termes de réalité organoleptique, mais elles auront aussi des conséquences dans l'apport et dans la perception consommateur et parfois limitantes en termes d'allergie. L'attente de santé étant importante, il faudra être absolument clair sur ces différentes offres. Mais c'était moins le sujet. Je reviens sur le 100% végétal. Des offres très satisfaisantes qui arrivent et cet enjeu de l'organo qu'on doit tous réussir à relever. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions, surtout s'il y a le temps pour des questions. Il y a le temps pour les questions. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention. Alors, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a une première question de Nathalie Ponce qui demande quelles technologies complémentaires sont nécessaires pour produire ces produits végétaux en complément de toutes les technologies fromagères qui sont déjà utilisées historiquement par Savencia. Alors, je ne pourrais évidemment pas révéler quel est le process utilisé, mais on n'est pas sur les process qu'on utilise habituellement. On n'a pas pu prendre de lignes bien connues chez nous et chez Savencia. On a différentes technologies en fonction de si on fabrique des pâtes molles affinées, des pâtes pressées, des tartinables. Bien évidemment, tout le monde comprend que ce sont des lignes et des process bien spécifiques. Sur le végétal, il a fallu inventer quelque part un procédé dédié pour finalement répondre aux contraintes et aux caractéristiques qu'amène une recette 100% végétale. Merci. On a d'autres questions, une de Clément Davisson qui demande si vous réfléchissez à enrichir vos produits végétaux avec des nutriments que l'on retrouve habituellement dans les produits laitiers ou carnés, comme certaines vitamines, du calcium, du fer, du zinc. Ou est-ce que pour vous, le Clean Label est vraiment la priorité sur le développement de ces produits? C'est une question qui n'est pas encore tranchée. En tout cas, pour nous, ça reste très ouvert. On voit que beaucoup d'intervenants, en effet, font ces compléments. Ça peut poser toujours question de rajouter. Nous, on prône, mais je dirais quelque part comme tout le monde, une alimentation diversifiée, une alimentation équilibrée. Et si cette alimentation elle est de ce point de vue, et on sait que 90%, et ça, je donne ce chiffre, 90% des ventes de substituts sont faites par des flexitariens. Donc, très majoritairement, a priori, pour ces consommateurs, il n'y a pas de besoin d'éléments additionnels. Mais c'est vrai que pour toute une frange de la population qui est aussi une de nos priorités, et notamment ceux qui suivent un régime vegan, ce sera intéressant d'avoir ce type d'offre. Donc, on reste très ouvert à cette question. Parfait, merci. On a une question de Jérôme Millet. Bonjour, est-ce que les coûts des matières premières en fermentation de précision en culture cellulaire sont-ils compétitifs par rapport au laitier? Alors aujourd'hui, pas du tout. Bien évidemment, les sociétés qui travaillent dans ces domaines font tout pour rendre ces solutions de plus en plus accessibles. Donc il y a certains instituts, certains cabinets qui ont travaillé sur des formes de prédiction par rapport à la parité de prix entre la protéine animale et les protéines générées par la fermentation de précision, la culture cellulaire. On voit que les plus optimistes donnent du 2028-2030 et les plus pessimistes du 2035.
Après, voilà, je pense qu'encore une fois, moi et nous, chez Savencia, on ne se lancerait jamais sur un pronostic timing parce que la disruption dans ce domaine est telle et la dépendance aux investissements et à toutes les levées de fonds qui vont avoir lieu ces prochaines années est tellement impactante qu'il faut rester prudent sur les années annoncées de parité prix. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. On a peut-être encore quelques questions dans le chat. Je vous inviterai à y répondre si ça vous intéresse. Mais on va quand même avancer sur le programme en passant cette fois la parole à Benoît Gauthier. Merci. Merci à vous. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à Vitagora d'avoir pensé à Bell et à moi pour porter une seconde parole industrielle sur ce vaste sujet qui en laisse la place. Mon discours par rapport à celui de Jérôme sera un peu plus centré sur les aspects scientifiques et techniques. Mais tout d'abord, je vais vous expliciter d'où je vous parle en présentant mon entreprise. Et j'essaierai ensuite d'identifier un certain nombre de points de défis scientifiques et techniques qui, pour relever, nécessitent, à mon sens, une approche ouverte. Alors, Bell est un groupe international et familial. On est très attaché à cette dualité. Après s'être pendant près de 150 ans appelé Fromagerie Bell, notre groupe a ouvert son terrain de jeu aux produits végétaux, le fruit avec l'acquisition de Mom et ses pommes potes à partir de 2016, et les alternatives végétales à nos produits laitiers grâce à l'acquisition en 2019 d'une unité de production et surtout la création l'année d'après de la marque spécialisée Nourish. Mais on retrouve cette dualité que présentait Jérôme précédemment, aussi en s'appuyant sur une proposition progressive de variantes végétales à nos produits phares. Donc, il existe déjà des boursins et mini babybel végétaux et dans un futur proche, je vous l'annonce, une vache qui rit végétale. Donc, ce virage est directement lié au défi que nous nous sommes donné d'être des acteurs responsables d'une transition alimentaire vertueuse. Parmi les 5 défis que vous avez devant les yeux, 4 sont liés à notre sujet d'aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, qui est vraiment le moteur de cette inflexion stratégique, avec l'ambition d'équilibrer notre activité entre le laitier et le végétal, pour permettre la réduction d'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne de valeur d'ici 2035. Mais cette végétalisation de notre offre doit aussi servir nos enjeux d'une alimentation plus saine, d'une agriculture durable et régénératrice et l'accessibilité de nos produits, donc la dimension coût. Donc, avant de répondre à la question que vous avez devant les yeux, quel défi scientifique, je me dois de vous expliquer d'où je vous parle. Donc, après une vingtaine d'années de recherche sur les mystères de la structuration de nos produits laitiers, j'ai rejoint l'équipe Open Innovation pour solidifier nos relations avec l'écosystème de la recherche. C'est avec ce nouveau prisme que je vais essayer de dégager de la myriade de défis auxquels nous sommes confrontés pour répondre aux ambitions élevées que je viens de vous exposer, ceux qui peuvent être abordés en mode collaboratif, d'où l'intérêt d'en parler ici, et pourquoi pas avec certains d'entre vous. Donc, avant, je me dois de vous expliquer d'où je vous parle. Donc, pardon. Ce que je voulais dire maintenant, pardon, j'évite les redondances. Si nos consommateurs, donc le consommateur, quelles sont les attentes du consommateur? Comme le disait Jérôme précédemment, la première attente, ce sont des propriétés sensorielles, mais également un impact positif pour la santé. Donc, il y a une dimension nutritionnelle, mais aussi une dimension de sécurité alimentaire. Ensuite, et c'est le cœur de cette transition alimentaire, un impact positif pour la planète. Et enfin, de la naturalité, et avec aussi, je ne l'ai pas mentionné sur cette diapo, mais c'est important, la dimension économique qui va rentrer en ligne de compte. Après, quand je dis que veut le consommateur, donc là, je cite une étude qualitative où un consommateur, mais il est assez représentatif, exprime que parmi les choix du virage vers le véganisme, le fromage est l'un des manques les plus fortement ressentis. Donc, ça nous place la barre pour la suite. Alors là, j'essaye de passer à la diapo suivante et ça me résiste. Vous pouvez m'aider.
C'est tout bon. Donc, j'ai parlé du consommateur, mais si nos consommateurs se comportaient comme un seul homme, ça se saurait. Bien entendu, le poids de mes 4 cibles variera énormément selon la catégorie de consommateurs. Or, nous entendons nous adresser à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire, comme l'a déjà dit Jérôme, les végétaliens qui auront par exemple des attentes spécifiques en matière de nutrition, mais aussi tous les flexitariens, les gens qui souhaitent végétaliser leur régime. En matière de géographie, là aussi, les motivations à changer d'alimentation varieront considérablement d'une région du monde à l'autre. Ainsi, en Europe, la préoccupation de la naturalité sera très centrale. Quand on parle de l'Afrique subsaharienne, par exemple, les enjeux économiques peuvent être beaucoup plus centraux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc maintenant, focalisons-nous sur les propriétés organoleptiques. Donc, d'une cartographie du marché des analogues végétaux de fromage et par mon expérience, quelques années de recherche sur le sujet, je pense que du point de vue de la texture, les défis majeurs auxquels nous sommes affrontés sont d'une part d'atteindre une élasticité et une déformabilité comparable à celle d'un fromage à pâte pressée. Le deuxième défi serait de limiter les perceptions d'hétérogénéité, de farineux, de granuleux qui sont liées à la teneur en insoluble des végétaux. Et enfin, de pouvoir remplacer le fromage dans des applications culinaires. Donc, retrouver les propriétés de gratinant, filant, fondant, propres à des applications culinaires du fromage. Sur ces chantiers, nous étoffons notre équipe. Certains ont peut-être vu passer une offre pour rejoindre notre équipe physique des aliments sur le sujet. C'était ma page de publicité, je n'en ferai pas d'autres, promis. Sur la dimension flaveur, cette fois-ci, toujours dans les dimensions sensorielles, c'est un très vaste sujet. Les grands challenges pour nous sont de développer des arômes typés dans des produits dans lesquels le consommateur s'attend à trouver la maîtrise de la fermentation du végétal et plus encore d'éviter que les produits plus neutres présentent ce qu'on appelle des off-flavors, des notes végétales perçues négativement, liées notamment à l'utilisation de légumineuses et de matières grasses plus oxydables que la matière grasse laitière. Diapo suivante. Et donc, pour conclure sur cette dimension sensorielle, je m'appuie sur un papier de revue qui est cité là, de l'université Amherst, qui fait un état de l'art des études sensorielles sur des fromages végétaux. Et les auteurs y font le constat que les études se répartissent de manière équilibrée entre des études employant une référence laitière et qui visent donc à minimiser la distance qui sépare les produits testés et favorise la reconnaissance des produits en tant que fromage, et d'autres qui visent à maximiser la préférence en assumant la typicité végétale du produit. Ce qui m'amène à une première question de recherche que j'aimerais adresser. Nos produits doivent-ils se rapprocher le plus possible d'une référence laitière? Maintenant, à la diapo suivante, je vais passer à une deuxième cible, pas la moindre, celle qui concerne la santé. Alors là, je ne vais pas être exhaustif des questions derrière ce sujet-là, mais j'en cite parmi les plus prégnantes. Combien de protéines veut-on? Là encore, selon qu'on s'adresse à un marché européen où il n'y a pas de carence en acides aminés, quel qu'il soit, ou qu'on s'adresse à un marché de pays en voie de développement, les besoins ne vont pas être les mêmes. Se posera aussi la question de la nature des protéines et donc la composition en acides aminés, mais aussi la notion d'allergénicité. La question des micronutriments qui a été proposée à la précédente intervention, et la prise en compte aussi spécifique au végétal des facteurs antinutritionnels. Je ne détaille pas tout ça et je vais me focaliser à la diapo suivante sur une vision qui s'oppose, ou du moins qui complète la vision réductionniste nutriment par nutriment de la nutrition. On parle de plus en plus d'une approche holistique, c'est-à-dire une approche qui prend en compte la biodisponibilité des nutriments, mais également des paramètres plus globaux, le niveau de mastication, la satiété. Cette approche holistique, elle conduit beaucoup à des critiques des aliments dits ultra transformés. Vous en avez une illustration par voie de presse sur ma diapo, parce qu'on fait un lien, les épidémiologistes constatent, sans encore complètement l'expliquer, que cette consommation est associée à la survenue d'un certain nombre de problèmes de santé, l'obésité en particulier. Donc les alternatives végétales aux produits animaux passent souvent par l'emploi d'ingrédients fractionnés, d'isolats de protéines, d'amidons modifiés, de matières grasses fractionnées
qui offre prise à ces critiques sur l'ultra-transformation. Donc, j'en arrive à mon deuxième défi scientifique et technique, qui est de ne pas raisonner protéines, lipides ou glucides, mais de raisonner graines ou même végétales dans sa globalité. Et le troisième défi, très très brièvement, donc c'est l'impact sur la planète. Donc, c'est le point de vue du consommateur qui se préoccupe de son environnement. Si en première analyse, il semble évident que le faible rendement de transformation des protéines végétales en protéines animales et le poids du méthane généré par la rumination des vaches donne un avantage considérable à l'alimentation végétale en matière d'occupation des sols, de consommation d'eau, de génération de gaz à effet de serre. Ce tableau mérite d'être nuancé. La première difficulté, c'est de s'accorder sur les limites du système, donc pour un ingrédient, de pondérer son impact par rapport à celui de ses coproduits qu'on n'utilise pas ou moins bien, pour un produit formulé, d'additionner l'impact de tous ces ingrédients. Et il reste certainement encore à intégrer et à pondérer des critères non pris ou mal pris en compte dans l'analyse de cycle de vie, comme la biodiversité, la pollution. Donc, tous les aliments n'ayant pas le même rôle dans notre alimentation, une dernière question est: doit-on mesurer l'impact par kilo, par calorie ou en fonction d'un indicateur global de bénéfices nutritionnels? Voilà, j'en arrive à ma diapositive de conclusion de ce bref survol des attentes parfois contradictoires des consommateurs. Celles-ci sont difficiles à concilier et également des attentes de la planète. Je dégage 3 défis que nous ne pouvons adresser que collectivement, d'où mon intervention. Le consommateur veut-il que nous imitions le fromage sensoriellement et nutritionnellement? Je n'en dis pas plus, je pense que la présentation de Rémi Sorel adressera également ces questions-là. La formulation raisonnée passe souvent par l'utilisation d'ingrédients fractionnés, comme les isolats ou les amidons modifiés, qui se heurtent à la critique de l'ultra-transformation. Donc, un challenge, c'est comment simplifier ces recettes. Doit-on raisonner vraiment protéines? Et enfin, l'enjeu majeur de la végétalisation de l'alimentation est l'environnement, mais qui recouvre des contraintes parfois antinomiques. Cela suppose des approches décloisonnées qui associent les spécialistes de la physico-chimie des ingrédients, de la fermentation, mais aussi des sciences cognitives et de l'évaluation environnementale. Et aussi, ça implique des approches verticalement intégrées, donc des approches de filière, à la fourchette, et même au-delà si on intègre la digestion. C'est par exemple le cas du projet ANR Let's Proceed, labellisé Vitagora, qui est une belle collaboration entre le gratin des équipes INRAE, dont Rémi fait partie, et Savencia et Bell. Voilà, je vous remercie de votre silencieuse attention et je serai ravi de pouvoir entamer la discussion. Merci beaucoup, Benoît. On a plusieurs questions dans le chat, donc je vais commencer sans tarder. La première concerne les volumes des produits à base de protéines végétales. Sont-ils au détriment des sources laitières? Alors nous, notre philosophie chez Bell, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, que la croissance de l'attente de fromage ne peut pas se faire exclusivement par la ressource laitière, parce qu'on n'a pas les surfaces agricoles pour permettre à l'humanité entière d'accéder à des niveaux de consommation de produits laitiers équivalents à celui de certains pays occidentaux comme la France. Mais donc, clairement, pour nous, l'ambition n'est certainement pas que les produits végétaux viennent cannibaliser, si je puis dire, les produits laitiers, mais bien que ces nouvelles offres viennent s'additionner aux offres existantes. C'est très clair. On a une question sur cette nouvelle que vous nous avez annoncée concernant la vache qui rit végétale. Est-ce qu'elle sera comme l'original, issue de coproduits? Alors, je peux malheureusement pas être très très explicite sur les recettes, mais effectivement, comme vous l'aurez compris, la dimension durabilité et impact environnemental est centrale dans la réflexion de ces formulations-là. Donc, effectivement, il y aura une combinaison de produits réfléchis pour ne pas mettre de côté des coproduits mal valorisés et éviter des formulations qui, comme je l'ai dit précédemment, reposeraient exclusivement sur les fractions nobles de l'ingrédient et en ne sachant que faire des coproduits ou sous-produits. Merci. On a une question concernant les attentes sensorielles et notamment la compensation des off-taste. Est-ce qu'il est nécessaire de passer par des arômes ou est-ce qu'on peut passer par d'autres alternatives?
Alors, si je suis complètement sincère, aujourd'hui, on ne peut pas tout faire sans les arômes. On a des offres dans les gammes riches et alternatives à nos marques cœur dont j'ai parlé. On a des offres sans arômes, mais on n'arrive pas encore à recréer toute la richesse issue de la fermentation du lait sur le végétal. Mais ça fait partie des grands challenges. Bell est notamment partenaire du grand défi Ferment du futur. L'un des enjeux, c'est de développer par une connaissance métabolomique des moyens de transformer la matière végétale aussi fine que celle qu'on peut avoir sur le lait, de développer des routes pour produire des arômes proches des arômes des produits référents sur des bases végétales. Parfait. Merci Benoît. On a encore des questions dans le chat si vous souhaitez y répondre, mais on va continuer sur le programme avec maintenant une intervention de Caroline Peureux. Merci encore Benoît. Mon plaisir. Bonjour à tous, Caroline Perrault. Je travaille chez Roquette en R&D, nutrition et santé. Et pour compléter un peu les interventions aujourd'hui des autres intervenants, moi je vais m'intéresser plutôt aux aspects nutrition et santé qui sont aussi importants, hein, comme ça a été cité en termes de formulation et de produits finaux pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Et donc tout cela, bien sûr, hein, dans le cadre de la végétalisation, de l'alimentation et plus précisément avec l'exemple de la protéine de pois. Une rapide présentation de Roquette, hein. On est une entreprise familiale, fournisseur d'ingrédients d'origine végétale et notamment pionnier dans les protéines d'origine végétale. Donc, nous développons des ingrédients innovants pour les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé à partir de différentes matières premières, donc le blé, le maïs, la pomme de terre ou le pois. Et donc, tout cela avec l'objectif de répondre au challenge de notre siècle, donc notamment, vous n'êtes pas sans savoir que la population mondiale ne cesse de croître et que atteindre la sécurité alimentaire mondiale et le faire de façon durable est vraiment l'un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc comme ça a été cité aussi, hein, juste avant, cette demande alimentaire croissante, elle ne peut pas être couverte uniquement par une production accrue des ressources existantes. Et notamment en ce qui concerne les protéines, hein, on sait que la production de protéines d'origine animale puise de façon plus importante dans nos ressources que les protéines d'origine végétale. Et bien qu'une transition alimentaire plus végétalisée soit en cours, en France, on sait qu'aujourd'hui, 60% des apports protéiques sont d'origine animale et 40% d'origine végétale. Donc l'homme a des besoins nutritionnels en termes protéiques. Notamment, il est recommandé pour une personne, un adulte en bonne santé, de consommer 0,83 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, donc ce qui représente à peu près 40 à 60 g de protéines par personne par jour. Et en plus de cet intérêt en termes de durabilité des protéines végétales, il y a différentes études cliniques qui montrent études épidémiologiques qui montrent un lien entre apport protéique d'origine animale et risque accru de développer certaines maladies comme un risque de plus élevé de mourir de diabète de type 2 ou de maladies cardiovasculaires. Donc pour soutenir la durabilité, également notre santé, le défi en ce qui concerne les protéines, c'est donc de contrebalancer le ratio protéines animales vers protéines végétales et de consommer des protéines qui ont une bonne qualité nutritionnelle. Comme je l'ai dit, effectivement, on a des besoins nutritionnels en termes protéiques, parce que les protéines jouent vraiment un rôle essentiel dans notre organisme, que ce soit d'ordre structural avec le maintien, le renouvellement des tissus, mais également d'ordre métabolique, donc elles participent à des processus tels que la digestion, la réponse immunitaire, etc. Et afin de répondre à ces fonctions,
il est nécessaire de couvrir nos besoins nutritionnels protéiques qui sont d'ordre quantitatif, comme on l'a cité avant, mais également d'ordre qualitatif. Les protéines, elles sont composées de 20 acides aminés différents, dont 9 sont considérés comme indispensables, car notre organisme est incapable de les synthétiser en quantité suffisante. Et on sait que les protéines animales, elles sont généralement plus riches en ces acides aminés indispensables que les protéines végétales. Et donc, pour obtenir une alimentation équilibrée en acides aminés, il est important effectivement de travailler sur la complémentarité et donc la diversification des sources, hein, en associant notamment, des sources, telles que les légumineuses qui sont, généralement limitées, en méthionine, cystéine, avec par exemple des céréales qui, elles, sont plutôt limitées en lysine. Donc chez Rocket, on travaille principalement la protéine de pois. Hem, donc on a choisi effectivement le pois parce qu'il contient, 25 de protéines, donc un taux protéique assez important. Il possède également peu de facteurs nutritionnels comparé à d'autres sources végétales et c'est également, une culture, qui requiert peu d'eau, participe à la réduction des gaz à effet de serre et cetera. Et également, le poids, hein, peut être, enfin, on peut valoriser différents ingrédients fonctionnels à partir du poids, à savoir la protéine, les amidons et les fibres. Donc chez Rocket, donc notre gamme de protéines de poids s'appelle, enfin de protéines s'appelle le Nutralis. Et donc on l'obtient, hein, via, des processus mécaniques et physiques qui permettent de séparer, la protéine des autres constituants et tout au long, de ce processus d'extraction, on va augmenter la teneur protéique, donc pour arriver à un taux de 80 et également diminuer la quantité de facteurs nutritionnels, ce qui, va accroître la digestibilité de notre protéine. On obtient, au final une protéine avec un profil en acides aminés équilibré, et avec des hauts niveaux de certains acides aminés qui sont clés, notamment, pour les besoins du sportif. Et donc cette protéine, elle peut être utilisée dans différentes applications alimentaires, que ce soit des substituts de viande, des alternatives des produits laitiers ou également des produits, heu, consommés chez le sportif. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la un point important, c'est la qualité nutritionnelle des protéines. Hem, Cette qualité nutritionnelle, elle est définie par, la capacité des protéines à répondre à nos besoins, hein, et donc ça dépend notamment de la teneur en acides aminés par rapport au profil, de référence, et de la digestibilité des protéines. Et donc plus la digestibilité ou le ratio en acides aminés, indispensables sont élevés par rapport aux recommandations, plus la qualité, des protéines est élevée. Donc il existe différents, indices qui permettent de mesurer cette qualité, nutritionnelle, à savoir notamment le PIDICAS et le DIAS. Donc c'est le PIDICAS qui est aujourd'hui, la méthode encore la plus utilisée dans le monde, hein. C'est un score qui est calculé à partir, du profil en acides aminés recommandé dépendant de l'âge et de la législation, locale et également à partir de la digestibilité de la protéine dans son ensemble. Et pour cela, donc la digestibilité, elle est évaluée, hein, dans des échantillons, de fésses et principalement évaluée, sur, des modèles de rongeurs. Hem, l'autre indice, hein, est le DIAS, qui est une méthodologie plus récente, qui permet, également d'évaluer la qualité nutritionnelle et qui est recommandée par la FAO depuis 2013. Et par rapport au PIDICAS, on va mesurer la digestibilité des acides aminés individuellement et également le faire, dans, des échantillons de contenu intestinal et préférentiellement, réalisés chez l'homme. Donc comme vous avez pu le comprendre, c'est une méthodologie un peu plus, poussée, cette méthodologie du DIAS et chez Rocket, pour notre protéine, on a, réalisé la mesure de ces 2 indices différents, donc le PIDICAS
Donc, ce qu'on retrouve, c'est que globalement, hein, en termes d'apport en acides aminés, donc si on considère effectivement les régions hors US, on peut couvrir 95 des apports en acides aminés indispensables avec notre protéine. Et donc, cela combiné à une excellente digestibilité, on obtient un PIDICAS avec une valeur, un très bon score. Et comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième méthodologie, donc le DIAS, qui, peut être, qui est plus complète. Et donc chez Rocket, on a également, évalué la qualité nutritionnelle, de la protéine de pois avec cet indice et donc on se retrouve avec un DIAS de 100, donc comparé à, des protéines laitières telles que la caséine où on retrouve un DIAS de 145. Ça peut paraître effectivement être une grosse différence, entre le 100 et le 145, mais il faut garder en tête que, 100, cela veut dire qu'on a, qu'on couvre entièrement les besoins nutritionnels de notre corps pour fonctionner correctement, hein. Donc, les DIAS supérieurs à 100, ça signifie qu'on apporte des acides aminés qui sont supplémentaires et pas forcément obligatoires pour notre corps. Donc avec la protéine de pois, on a confirmé effectivement qu'on avait un profil en acides aminés bien équilibré, une digestibilité élevée et des valeurs nutritionnelles élevées. Donc on peut considérer, cette protéine comme, d'excellente, qualité nutritionnelle, heu elle peut effectivement aider à atteindre, ou en tout cas à participer à cette transition, des protéines animales vers les protéines végétales dans le cadre d'une alimentation saine et durable, sans oublier, hein, bien sûr, la diversification des sources protéiques. Et également cette qualité nutritionnelle, c'est vraiment un prérequis, hein, mais il y a d'autres bénéfices santé que peuvent apporter, les protéines. Donc notamment sur, notre protéine de pois, nous avons démontré des intérêts, santé, hein, sur, différents domaines, donc notamment avec des effets positifs sur la satiété, sur la gestion de la glycémie, sur l'alimentation chez le sportif et également, chez le senior. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est qu'effectivement, une transition nutritionnelle des protéines d'origine animale vers les protéines d'origine végétale est en cours, que la protéine de pois peut être une solution, durable, hein, qui offre notamment une qualité nutritionnelle importante et également, des bénéfices nutritionnels, hem qui peuvent être valorisés et donc tout cela utilisé, dans différents types d'applications alimentaires. Donc ça nous amène à la fin de mon intervention et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez, aller, regarder notre site et puis je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Caroline. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a une première question qui nous demande si vous arrivez à estimer les besoins en protéines végétales d'origine France. Est-ce qu'il y a une démarche particulière dans ce sens? Sur de la quantification, donc des besoins, des besoins des protéines végétales, j'ai pas forcément d'éléments, à fournir sur une quantification globale, hein, mais effectivement, on est plus, donc comme je l'ai dit, à contrebalancer, la quantité de protéines animales vers des protéines végétales et donc plutôt d'aller dans des ratios, 50-50 ou, du coup 40-60, mais j'ai pas forcément de chiffres de façon globale sur la France. Merci. On a une question au niveau organoleptique. Est-ce que la gamme de protéines de pois est satisfaisante d'un point de vue neutralité, absence de off-notes notamment? Alors effectivement, j'ai pas abordé les côtés, fonctionnels, hein, des protéines de pois. Je pense on rencontre effectivement les mêmes types de challenges, hein, qui ont pu, être évoqués avant, hein. Ça fait partie des questions qu'on travaille, encore au sein de l'entreprise, en tout cas d'amélioration, de toutes ces, problématiques plutôt liées à la formulation, hein, donc notamment, en termes de off notes. Merci. On a une question aussi sur qu'en est-il de la qualité fonctionnelle des protéines de pois?
Effectivement, il y a également plusieurs éléments. C'est pas forcément mon expertise aujourd'hui. Donc, je pourrais communiquer quelques éléments par chat. Parfait. C'était principalement sur des propriétés de texturation. D'accord. Et on a une dernière question. Est-ce que vous utilisez des solvants dans l'extraction des protéines? Donc, comme je l'ai cité, on utilise des procédés qui sont plutôt d'ordre mécanique et physique pour extraire nos protéines. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation et la réponse à nos questions. On va maintenant passer à l'intervention de Rémi Sorel. Rémi, je vous laisse activer votre micro et puis prendre la main. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je suppose que pour faire défiler, il faut appuyer sur les flèches, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Donc bonjour à tous, donc merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter un sujet qui va revenir donc sur le thème des analogues végétaux de fromage. Alors ça va être une intervention un peu plus, on va dire, pointue sur les protéines et les mécanismes qui sont à la base de la formation des gels. Alors tout ça pour répondre aussi à une question qui a été mise en avant aussi dans les interventions des deux premiers orateurs sur le fait qu'il fallait se rapprocher de produits similaires, vraiment similaires au fromage, ou si on doit considérer des gels de protéines végétales finalement comme des alternatives pour avoir une offre en fait diversifiée dans le domaine des produits végétaux qui peuvent être alors c'est un petit peu joué sur les mots, mais voilà, donc la question est posée et Benoît aussi l'a posée clairement même dans sa conclusion. Donc quand on regarde le domaine, la panoplie des produits végétaux analogues ou alternatives aux produits laitiers, on voit que, comme l'a dit aussi Benoît, je crois, dans son intervention, c'est que à peu près toute la gamme des produits analogues aux produits laitiers était couverte, mis à part les fromages, enfin les analogues de fromages végétaux. Donc voilà, donc ces substituts ou ces analogues, ils vont des analogues de yaourt, de lait, de desserts glacés. On trouve même du ghee vegan, qui est un produit, enfin le ghee, c'est le beurre clarifié qu'on trouve en Inde. Et puis finalement, je terminerai aussi par la margarine, qui finalement est l'ancêtre en fait des analogues de produits laitiers, puisque son industrialisation date du début du XXe siècle. Alors, effectivement, les fromages végétaux, je le mets entre guillemets, connaissent un fort développement en ce moment. Hein, si on regarde le panel des marques qui existent en Europe, alors ça n'a peut-être pas encore pénétré bien le marché français, comme l'a souligné Jérôme Médoc tout à l'heure. Mais voilà, donc il y a beaucoup de propositions, et là j'ai présenté deux exemples un petit peu extrêmes. Un fromage, enfin c'est un analogue de fromage à pâte molle, hein, style camembert, voilà, qui est à base de noix de cajou, hein, et un produit, d'ailleurs je m'en excuse, mais je savais pas que ça appartenait à l'entreprise Savencia, mais un produit qui pourrait être un analogue de cheddar, voilà, qui est basé en fait sur un gel d'amidon. Et tant qu'on regarde la composition de ce produit, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de protéines dans la composition du produit, alors que les fromages apportent quand même, d'un point de vue nutritionnel, sont des sources de protéines importantes. Alors c'est un peu moins vrai pour le produit à base de cajou, puisqu'il y a dans la noix de cajou, il y a à peu près 20% de protéines. Mais voilà, donc il y a des questions qui se posent par rapport aux produits existants. La première, c'est effectivement leur caractéristique nutritionnelle par rapport aux protéines, et également
l'origine des matières premières qui peuvent être parfois exotiques, hein, comme l'huile de noix de coco ou la noix de cajou, qui ne sont pas des produits locaux. Alors aussi, on peut aussi se dire qu'on peut trouver dans les produits traditionnels asiatiques des alternatives finalement qui pourraient remplacer le fromage, voire avoir les mêmes composantes nutritionnelles ou voire la dimension plaisir. Hein, voilà. Donc je vais revenir sur ces questions-là. Alors, une définition des analogues végétales de fromage. Alors moi, il n'y a pas de définition officielle, hein, déjà, et donc cette définition, j'ai trouvé dans une revue sur le sujet des plant-based cheese, et donc c'est défini comme étant des aliments préparés un aliment préparé à partir d'ingrédients végétaux et conçu avec une apparence, une texture, une flaveur similaire à celle d'un fromage à base de lait animal. Donc il y a vraiment l'idée d'aller vers une ressemblance des fromages à base de lait animaux. Et donc, ça va couvrir tout un tas de critères, hein, qui sont le visuel, l'aspect, ça doit ressembler au fromage traditionnel. En termes de texture, donc on va trouver des produits qui vont du tartinable à la pâte à pâte très dure, parfois en poudre, ou la question bien sûr aromatique avec des notes lactées, fruitées, hein, qui sont caractéristiques des fromages, en réduisant les off-flavors et les notes vertes liées aux matières premières végétales, et également celles qui viennent de matières grasses, hein, puisque j'ai cité précédemment la matière grasse de coco, et donc ça peut aussi apporter des arômes caractéristiques, et là aussi il faut être capable de s'en affranchir. Et effectivement, comme l'a souligné aussi Benoît, il y a besoin de trouver des aptitudes technologiques ou culinaires à ces produits, donc comme la fonte, le filant, la possibilité de gratinage, et puis aussi ce qui concerne toute la découpe, hein, la réduction en râpé, hein, et le grattage pour faire de la poudre. Alors, je vais essayer de comparer les fromages courants aux alternatives issues d'Asie du Sud-Est. Alors, je ne vais pas faire un cours de technologie fromagère, déjà, ce n'est pas ma spécialité, mais dans la fabrication de fromage traditionnel, il y a une étape clé, hein, qui est la coagulation des caséines, qui sont les protéines majoritaires du lait, avec, on va dire, deux grandes voies ou deux grandes étapes. Donc, l'acidification lactique qui joue sur la charge de surface des micelles de caséine, qui sont des objets protéiques qui font à peu près 150 nanomètres de diamètre. Et donc, l'acidification va conduire à une neutralisation des charges de surface qui va rapprocher les micelles de caséine qui vont s'associer en réseau pour former un gel. Donc, ça, c'est typique des caillés lactiques. Et sinon, il y a une coagulation qui se fait à l'aide d'enzymes, qui est la coagulation présure, hein, les cahiers présure, où là on va à l'aide d'une enzyme couper en fait la partie hydrophile de surface de la micelle de caséine, qui va rendre cette micelle de caséine hydrophobe, et donc les micelles vont pouvoir se rapprocher aussi pour former un réseau. Alors, j'ai associé à cette présentation sur les fromages traditionnels, les fromages fondus, puisque là, on travaille aussi sur la micelle de caséine en la désagrégeant en fait par l'utilisation de sel de fonte, en agissant sur le phosphate de calcium en fait qui structure la micelle, et en faisant par un échange d'ions, en libérant les chaînes les chaînes de caséine, qui vont permettre ensuite de retexturer le produit dans une étape qu'on appelle le crémage. Donc par chauffage et cisaillement, on va reformer à la fois une émulsion et un gel pour former les fromages fondus, qui quand même ont une part importante, hein, dans l'industrie fromagère.
voilà, donc les fromages courants, voilà, ça permet, quand on prend en compte la composition du lait, les traitements du lait, le type de caillage lactique ou présure, les ferments qui sont utilisés, le type d'affinage, etc. Donc ça permet d'avoir une diversité en fait de produits et de textures qui sont caractéristiques des fromages traditionnels. Alors, je ne vais pas encore une fois rentrer trop dans les détails, mais il faut aussi penser qu'il y a un effet affinage sur l'évolution du gel. Bon, c'est un gel viscoélastique qui va évoluer au cours de cette phase d'affinage. Et là, c'est un jeu subtil entre le pH initial, donc la solubilité du calcium, le type de cahier donc, initial, et la protéolyse pendant l'affinage qui va permettre une remontée du pH, une solubilisation des protéines. Et donc, finalement, le gel est vivant au cours de son affinage et de sa conservation. Et puis, donc, l'élément qu'il ne faut pas oublier dans la fabrication fromagère, c'est l'état aussi de la matière grasse. Ici, à gauche, là, vous avez des photos microscopiques de différents types de fromages. Et on voit que la matière grasse, donc, qui est en rouge dans le cas du Emmental et Camembert et en bleu dans le cas des autres produits, voilà, et se structure aussi de façon très différente, enfin structurée de façon très différente dans la matrice, et ce qui joue aussi sur la texture des gels. Alors, en parallèle et pour comparer, donc il existe dans la tradition chinoise des produits fermentés végétaux, donc qui ont comme base le tofu. Alors c'est important de connaître les mécanismes qui sont bien élucidés de la formation du tofu, où on va réaliser en fait un trempage des graines de soja, donc une ébullition, donc ce qui va permettre de dénaturer les protéines en fait présentes dans la graine. Et puis ensuite, on va faire coaguler en fait ces protéines par l'addition de cations bivalents ou d'acides de type gluconodelta-lactone, qui va permettre de former un réseau de protéines, et également intégrer en fait la partie matière grasse qui est présente dans la graine de soja pour former le tofu. Donc à ce stade-là, on ne parle pas de fermentation. Et puis si on va un petit peu plus loin dans la tradition chinoise, eh bien on peut trouver des produits aller jusqu'au soufu, donc il y a un produit fermenté, donc qui peut être inoculé soit par une flore de surface, par des champignons filamenteux, mais aussi par des bactéries lactiques. Et donc, il y a une étape de fermentation pour obtenir ce qu'on appelle le pizzi. Et ce pizzi peut être salé et affiné. Alors, l'affinage, ce n'est pas un vrai affinage comme dans le cas des fromages traditionnels à base de l'animaux, mais c'est une maturation, on va dire, du produit dans une marinade, voilà, qui est un petit peu spécifique. Alors, alternativement, on peut prendre le pizzi et le réduire en purée, et en ajoutant des ferments lactiques. Aussi, on peut le fermenter pour obtenir après fermentation, une pâte qui peut ressembler à un crème cheese finalement. Alors, je voulais aussi mettre en avant que dans la graine de soja, il y a des structures lipidiques sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, des structures lipidiques qu'on appelle des oléosomes, qui sont des structures pour le soja qui font 400 nanomètres et qui finalement donnent une émulsion naturelle dans le produit, et donc il n'y a pas besoin d'ajouter des sources de matière grasse exogènes. Alors, en ce qui concerne les analogues de végétaux actuels, moi j'ai pu identifier deux grandes voies de fabrication. Une première voie qui est basée, où les analogues sont basés sur des gels d'amidon. Donc là, c'est vraiment, on a vraiment quelque chose qui va faire intervenir la gélatinisation de l'amidon et sa prise en gel lors du refroidissement.
Et sinon, donc là, il n'y a pas de fermentation. Et sinon, une voie qui là va concerner plutôt aujourd'hui les fruits à coque, dont la noix de cajou, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, où là, on va passer par une pâte, un broyage de la graine, hein, décortiquée, et une acidification lactique, qui va permettre donc un traitement thermique et une acidification lactique qui va permettre aussi la prise en masse, on va dire, de la pâte, qui ensuite va être suivi éventuellement d'un affinage grâce à une flore de surface. Donc ça se rapproche un petit peu plus de la fabrication fromagère, même si on ne parle pas de caséine et de traitement par la présure dans le cas de ce type de fromage. Et donc à notre niveau, nous, ce qu'on souhaite développer, et finalement, parce que ça pose beaucoup de questions scientifiques et qui va rejoindre certainement des problématiques ensuite industrielles, hein, c'est de partir en fait de matières premières riches en protéines, donc soit trouver une voie finalement qui serait intermédiaire entre ce que j'ai décrit pour le tofu soufu et les fromages traditionnels. Donc, on peut tout à fait repartir d'ingrédients type légumineuses entières, comme le soja et le lupin, qui ont l'avantage de contenir de la matière grasse et d'être dépourvus d'amidon, ce qui permet à partir d'un jus, donc d'une suspension colloïdale, d'engager directement, en fait, comme dans le cas du tofu, le traitement thermique et l'acidification, ou alors partir de produits enrichis, enfin d'ingrédients enrichis en protéines, d'isolats ou de concentrés protéiques qu'on va retrouver pour d'autres légumineuses ou pour des ingrédients issus d'oléagineux, comme le pois ou la févrole, qui, eux ne contiennent pratiquement pas de matière grasse. Donc, ça signifie reformuler une émulsion, donc avec une matière grasse qui est à définir. Hein, on a vu tout à l'heure que beaucoup de fromages, d'analogues de fromages végétaux intègrent de l'huile de coco. Si on regarde les produits sur le marché, il y a beaucoup... cette source de matière grasse est beaucoup utilisée. Donc, dans la suite du process, on a quelque chose qui peut ressembler aux étapes de la transformation fromagère avec un traitement thermique, une coagulation où là, il s'agit où on peut mettre en œuvre en fait différentes voies, donc notamment les gels acides, hein, type lactique, ou l'utilisation de glucosidone-delta-lactone, ou des gels réticulés, soit par des cations bivalents, comme dans le cas du tofu, ou par l'usage d'enzymes qui vont permettre d'obtenir des gels aussi réticulés par des liaisons covalentes. Voilà. Après, tout le traitement du produit peut ressembler aux opérations qui existent dans l'industrie fromagère, hein, l'égouttage, le pressage, le salage, et l'affinage qui va apporter un plus dans la fermentation et un plus aussi sur l'évolution du gel, comme on l'a vu dans le cas fromager. Je me permets juste d'intervenir pour vous indiquer qu'il reste 2 minutes. D'accord, mais je vais accélérer en passant rapidement en fait sur les prochaines diapos. Je vais accélérer. Hein. Voilà, donc sans rentrer dans les détails, mais je reviens un peu sur les verrous scientifiques. Donc, l'idée, c'est bien de travailler sur l'émulsion de base quand on n'a pas de matière grasse, quand les matières premières ne contiennent pas de matière grasse. Donc, savoir s'il faut choisir une matière grasse à haut point de fusion ou une matière grasse à bas point de fusion. Voilà, j'ai déjà parlé des oléosomes. Bon, voilà, c'est des structures très particulières qui me semblent intéressantes
à exploiter, peut-être pas à court terme, mais à moyen ou à long terme, dans ce type de produits, puisqu'elles ont plein de propriétés intéressantes. Enfin, ces oléosomes ont plein de propriétés intéressantes et n'obligent pas à refaire des émulsions un peu artificielles. Alors, on a beaucoup étudié dans nos équipes la gélification des protéines issues de légumineuses, en particulier de pois, en orientant nos travaux aussi sur la formation d'agrégats solubles, hein, comme voilà, un petit peu comme essayer de refaire des micelles de caséine, mais sans qu'elles en soient vraiment, pour pouvoir contrôler en fait la gélification, soit par l'abaissement du pH, soit par l'ajout de calcium, qui permet en fait, de former un réseau tridimensionnel de protéines. Alors, juste par rapport à ça, il y a vraiment un enjeu, hein, si on doit partir de protéines végétales, comme on n'a pas de micelles de caséine dans le règne végétal, c'est de contrôler l'agrégation et donc des protéines qui passent par un traitement thermique, hein. Alors nous, on a pas mal travaillé sur ces sujets-là, et quand on essaie d'obtenir des agrégats avec des protéines végétales, la seule chose qu'on peut former raisonnablement, c'est des agrégats fractales. Vous voyez, qui sont l'image, qui sont très poreux. Alors en rouge, j'ai fait figurer la taille la taille, oui, d'une micelle de caséine en comparaison. Donc, les micelles de caséine, c'est beaucoup plus compact que ces agrégats qu'on est capable d'obtenir, et des agrégats qui vont atteindre qui peuvent atteindre plusieurs microns, en fait, dans les procédés de préparation, mais on cherche à contrôler la taille de ces agrégats. Alors, je vais passer sur ces trois diapos pour souligner les avantages de la fermentation. Donc, outre le fait de permettre une coagulation lactique, on va dire, par acidification, et d'apporter un effet de protéolyse après, pendant l'affinage. Il y a deux grands avantages qu'on peut tirer parmi tous les avantages de la fermentation. C'est l'aspect nutritionnel, puisque les sources végétales contiennent beaucoup de facteurs antinutritionnels. Donc, on peut, par le métabolisme microbien, arriver à éliminer certains composés antinutritionnels qui vont réduire à la fois la digestibilité des protéines et la biodisponibilité des minéraux. Donc, ça, c'est le premier point intéressant. Et le deuxième point intéressant, c'est la possibilité de modifier les profils aromatiques par le développement de notes lactées ou fruitées, et la réduction des notes vertes aussi caractéristiques des matrices végétales. Et pour terminer, en conclusion, qui sera plus en fait qui correspond plus à des perspectives, donc citer deux projets qui démarrent. Donc Benoît en a parlé un petit peu dans son intervention. Donc c'est le projet Let's Proceed qui réunit beaucoup de partenaires et qui est financé dans le cadre du plan France 2030, qui réunit plusieurs approches. Alors, une qui vise à accroître la consommation de protéines légumineuses. Alors, d'abord par la gestion de la production, par des approches agronomiques et génétiques, notamment pour répondre à des enjeux comme le réchauffement climatique et la limitation des intrants dans les cultures, mais aussi par une voie procédé qualité qui vise à modifier par la fermentation des ingrédients protéiques issus de légumineuses pour aller vers la conception de matrices analogues de produits laitiers, dont les fromages. Et un deuxième projet, peut-être un petit peu moins ambitieux, mais qui démarre également. Donc, une collaboration de notre UMR avec l'unité de recherche et de technologie alimentaire, et d'analyse laitière de l'INRAE, qui est basée à Poligny, et qui va nous permettre
de compléter notre expertise sur les protéines végétales avec leur expertise sur la transformation fromagère et la connaissance, enfin, de la microbiologie fromagère, pour structurer et fermenter une matrice végétale à base de févrole, voilà, avec la possibilité de faire un changement d'échelle en mini-fromagerie, puisque l'INRAE de Poligny possède, voilà, un outil assez intéressant pour une mini-fromagerie expérimentale où on peut envisager des changements d'échelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolé d'avoir peut-être un peu dépassé le temps. Et donc, je suis ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup, Rémi. Alors, on ne va pas avoir le temps de répondre à l'oral à des questions, donc j'invite toutes les personnes qui auraient des questions sur votre intervention à les poser dans le chat. Et puis, Rémi, je vous invite aussi à regarder ces questions-là. On va directement passer à la prochaine intervention, l'intervention de Gilberto pour le CTCPA. Merci encore, Rémi. Bonjour à tous, merci à Vitagora de nous laisser l'occasion de présenter une démarche qu'on a initiée il y a un peu plus d'un an maintenant au sein du CTCPA pour aider à la formulation de produits à base de protéines végétales. La présentation sera découpée en deux temps. Un premier temps sur les méthodes que nous avons développées en interne pour évaluer les fonctionnalités des protéines. Et puis pour illustrer, avec un cas pratique, on va quitter l'univers du fromage pour illustrer avec un cas pratique d'une formulation d'un produit de type saucisse pâte fine. Deux mots quand même pour parler du CTCPA, hein, donc un centre technique agro-industriel, membre de l'Actia, avec une centaine de collaborateurs qui sont répartis en région, dans les halles technologiques et les laboratoires. Et moi-même, je suis basé à Paris, au siège, et donc je coordonne une activité qui est transversale sur les céréales, les légumineuses et les protéines végétales. Alors le premier point donc concerne les méthodes de caractérisation que nous avons mis en place. C'est vraiment le point de départ de notre démarche, et c'est inspiré en fait de la filière blé farine pain, dans laquelle j'ai pu travailler avec des méthodes d'évaluation de la valeur technologique du blé. On parle donc de VAT, valeur agronomique, technologique et environnementale. En fait, c'est vraiment important d'avoir cette filière dans son ensemble, la filière de production des protéines végétales, pour pouvoir dialoguer entre chaque maillon de la filière, pour pouvoir piloter et orienter la qualité fonctionnelle des protéines végétales. Alors tout commence avec le premier maillon, hein, l'amont agricole, avec des critères liés à la productivité, au rendement, et puis de plus en plus, on va s'intéresser à l'intérêt environnemental. On en a déjà parlé avec la résistance notamment au stress hydrique, dépendance aux apports azotés, et puis impact sur les effets de serre. Deuxième maillon qui est la première transformation, on ne parle pas encore vraiment de valeur technologique, on parle plus d'une carte d'identité de l'ingrédient. Comme il s'agit de protéines, on va se focaliser sur les protéines avec le pourcentage, la qualité nutritionnelle de ces protéines. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec le profil en acides aminés, l'aminogramme, les facteurs antinutritionnels qui restent une problématique pour les légumineuses. Et puis également, voilà, déjà des premières caractéristiques techniques qui peuvent être liées à la source végétale, mais également au procédé d'extraction. Donc on a déjà parlé, le degré d'agrégation notamment, la solubilité par rapport au pH, les problématiques aussi d'off-note qu'on va pouvoir régler avec les procédés d'extraction ou de purification. Quand il s'agit de poudre, on va s'intéresser à la granulométrie, par rapport à des problématiques de conservation à l'humidité, à l'activité de l'eau. Et puis quand les poudres sont destinées à être remises en solution, on va s'intéresser à des problématiques de dispersibilité, de mouillabilité ou de fluidité. Alors nous, notre périmètre, il est après, en fait, il est lorsque l'ingrédient arrive chez les industriels et qu'il s'agit de fabriquer des produits finis qui vont être consommés par le consommateur. Et notre approche, elle est vraiment centrée sur la valeur technologique. Et cette valeur technologique, on l'a définie à partir de produits finis
donc l'utilisation de ces matières premières dans des matrices modèles pour vraiment évaluer la processabilité, l'aptitude technologique. On a quand même essayé de définir également des fonctionnalités amont, propriétés d'hydratation, propriétés de structuration et propriétés de surface pour aider à la sélection des matières premières. Alors tous les tests que nous avons réalisés, ils sont basés sur des approches pragmatiques avec des équipements qui sont disponibles généralement dans des laboratoires R&D d'industrie. Et on a donc développé un certain nombre de tests pré-applicatifs, le pouvoir gélifiant, le pouvoir émulsifiant, le pouvoir moussant et pour les protéines qui sont texturées, une évaluation de la réhydratation et du comportement également avec l'huile. Concernant les tests applicatifs, on a pris les grandes matrices dans lesquelles on retrouve les protéines végétales, donc des analogues de viande comme le burger, la saucisse pas fine que je vais développer juste après. Des produits plutôt céréaliers comme le cake ou le biscuit où il va s'agir plutôt d'enrichir les produits en protéines. Et puis les derniers modèles qui ont été bien présentés jusqu'alors, hein, les boissons ou les gels laitiers ou les fromages. Donc je vais faire juste un focus sur un des tests préapplicatifs, le pouvoir gélifiant. Donc on a pris en fait un certain nombre de partis pris pour définir ce test, hein. Le premier parti pris concerne le ratio poudre-eau, qui est une donnée d'entrée critique, puisqu'on sait que la gélification peut être dépendante du pourcentage de protéines qu'on va mettre dans une solution. Toutes les notions d'ajustement aussi des conditions de l'environnement, le pH, la température, le sel également sont importantes et on sait qu'elles vont influencer ce pouvoir de gélification. Et puis le dernier point qui n'était pas des moindres, qui était comment on évalue ce pouvoir gélifiant, comment on l'objective avec des gels qui peuvent être de nature très hétérogène. Donc ici, voilà des illustrations de matières premières que nous avons fait passer à travers ce test de gélification, où on voit qu'il y a voilà, des gels de nature très diverses, avec parfois voilà, pas du tout de gel ou des fractions qui ne sont pas solubles. Alors malgré toutes les limites de ce test, il nous permet, cependant quand même de pouvoir, cribler et évaluer, on va dire, un pouvoir gélifiant qu'on a noté, de 0 à 5. Je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats, mais voilà, ce pouvoir gélifiant peut être, déterminé à l'appui de ce test. C'est un test aussi qui nous permet, déjà aussi, au-delà du pouvoir de gélification, de détecter des problématiques de couleur, des problématiques, de goût, d'odeur, ou, de fonctionnalités non attendues, comme, l'insolubilité ou la présence, de mousse. Alors grâce à ce test, on peut, rapidement, et facilement, orienter, on va dire, des applications. Alors quand les propriétés gélifiantes sont bonnes, hein, autour de 4-5, eh bien ces matières premières vont pouvoir être utilisées dans certaines applications où on recherche une bonne gélification. En l'occurrence là, l'illustration va être faite sur la saucisse pas fine et lorsqu'il n'y a pas besoin de gélification, eh bien on va, pouvoir utiliser cette matière première dans d'autres applications comme par exemple, les cakes. Voilà, deuxième partie, pour illustrer l'intérêt de ces méthodes. Alors comme, pour toutes les tests applicatifs, on est parti, d'une analyse des produits du marché, pour, lister les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, avec l'objectif de formuler des matrices modèles, des recettes modèles qui soient le plus représentatifs, des produits du marché. Donc on a testé un certain nombre de formules, pour se rapprocher au maximum des produits du marché. Et à l'issue donc de cette phase de collecte et de test, on a pu, définir des matrices modèles. Et comme je l'ai dit, juste avant, ce qui était vraiment important pour nous, c'est d'évaluer l'aptitude technologique, la processabilité, vraiment se mettre dans la peau d'un industriel qui va utiliser, ces matières premières, qui a déjà un procédé, qui a déjà des équipements. Donc ce qui nécessite de bien connaître les opérations unitaires et les contraintes qui sont liées. Donc ici, une illustration pour la saucisse pas fine. On commence par une opération de mélange qui s'appelle le cutérage, qui est une émulsion à froid. À l'issue de cette première opération, on va déjà pouvoir qualifier, la pâte en termes de rhéologie et de passage,
à la deuxième étape, qui est une étape de dosage en boyau, qu'on appelle l'embossage. Et la rhéologie, on va dire la texture de la pâte est très importante à ce niveau-là. S'ensuit une opération de cuisson, où il va y avoir une rigidification de la texture. Donc c'est finalement le pendant du test de gélification qu'on va réaliser. C'est donc une coagulation protéique qui va permettre d'avoir un produit rigide et avoir une certaine texture. S'ensuit une opération de refroidissement, de fumage qui est facultative, hein, qui va permettre d'aromatiser le produit. Et la dernière étape, qui est une opération de conditionnement qui peut se faire sous simple mise sous vide en barquette. Et on peut également réaliser des traitements thermiques comme de la pasteurisation, voire de la stérilisation. Et donc, on va également pouvoir tester l'impact de ces procédés thermiques sur le produit. Alors, ici, donc, un exemple, hein, illustré, hein, de fabrication de saucisses pâte fine à l'aide de protéines végétales. Donc, avant de réaliser ces saucisses, on réalise généralement des pré-tests en bocaux, hein, qui nous permettent d'évaluer la faisabilité. Et lorsque on valide cette faisabilité, on peut aller jusqu'à la réalisation du produit fini, prêt à être consommé. Et donc, on va pouvoir, sur ce produit fini, réaliser un certain nombre de tests sensoriels par dégustation. On peut également réaliser de l'analyse par texturométrie pour évaluer le CNAC, hein, notamment. On peut caractériser ce produit par rapport à ses qualités nutritionnelles, son Nutri-Score, jusqu'à simuler un profil en acides aminés avec l'aminogramme, et puis réaliser également une approche microbiologique avec des analyses. Voilà, tous ces tests et ces méthodes font partie aujourd'hui d'une offre de service, hein, qu'on propose aux ingrédientistes, hein, pour évaluer la qualité de leurs ingrédients, soit par rapport à des ingrédients déjà existants ou en cours de développement. Évaluer des nouveaux débouchés, par exemple, en testant l'aptitude dans différentes matrices. Et puis ces méthodes et également cette connaissance, on va dire, de l'offre du marché nous permet également de proposer une offre de services d'accompagnement, de mise au point de produits à base de protéines végétales à toutes les entreprises qui souhaitent développer des nouveaux produits. Merci pour votre attention, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Gilles. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On a déjà une première question concernant la première partie de votre présentation, plus précisément les tests qui ont été faits sur la partie texturation et gélification. Donc, Mathieu Guibvic voulait savoir quelles sont les méthodes que vous aviez utilisées pour évaluer le pouvoir gélifiant des différentes sources de protéines. Alors, comme j'ai dit, c'est une approche vraiment pragmatique et qui est souvent un pendant des fonctionnalités attendues par rapport à une application. Donc, on essaye de se rapprocher en fait le plus possible des conditions, donc en termes de température, de pH, d'humidité, etc., de la matrice. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de reproduire, on va dire, de mettre en solution donc les poudres, hein, et de les passer faire un traitement thermique avec une certaine température, une certaine durée. Et après, c'est donc une évaluation qui a été une évaluation par observation, puisque les analyses plutôt de texture ou de rhéologie n'étaient pas vraiment pertinentes par rapport à l'hétérogénéité, comme je l'ai dit, des gels qu'on pouvait obtenir. Ceci étant, on est assez ouvert pour aller plus loin dans les prochains mois, pour essayer de développer des méthodes un petit peu plus objectives et analytiques sur l'évaluation de ces gènes. En tout cas, ces tests nous permettent déjà de bien orienter les matières premières par rapport à différentes applications. Très bien. Et juste une précision, est-ce que vous utilisez des grains, pois ou autres sources en entier et pas des protéines isolées pour les essais? En fait, on teste l'offre du marché. Donc, c'est vraiment des ingrédients qui sont proposés aux industriels. Donc, c'est des
ça peut être donc là, comme je dis, c'est soit des poudres avec des fractions, avec des pourcentages de protéines qui sont variables. Hein, donc, si effectivement l'ingrédientiste a fait simple mouture, on va dire, de la graine, bien on est sur des taux d'une vingtaine de %. Et quand il y a eu un procédé d'extraction, de purification, de concentration, et bien on a des farines qui comportent, donc des isolats qui comportent plus de 80%. Donc en fait, on teste vraiment ce que le marché a proposé aux utilisateurs. Notre rôle, il est vraiment d'être une interface des utilisateurs pour essayer de faire remonter les contraintes, faire mieux connaître, on va dire, le volet applicatif et industriel. Merci. On a une question aussi lors des phases de développement. Est-ce que vous faites des tests consommateurs? Alors, au sein du CTCPA, on va dire clairement, hein, c'est pas notre expertise, mais on peut tout à fait le faire avec des partenaires. C'est-à-dire que nous, on peut produire des prototypes qui vont être le représentatif, on va dire, de produits fabriqués à l'échelle industrielle, et faire tester ces prototypes avec des panels sensoriels. Et quelle est votre expérience quant à la réhydratation de ces protéines? Alors, le test de gélification nous permet déjà d'évaluer, voilà, cette première, une manière macroscopique et observationnelle, la solubilité, puisqu'on on s'aperçoit que certaines poudres en fait ont vraiment du mal à s'hydrater. Donc il y a vraiment 2 phases en fait qui se créent. Et après il y a également une hydratation qui peut créer, on va dire, déjà des gels à froid. Donc on peut déjà aussi l'observer de manière visuelle. Merci. Alors là, une question sera peut-être difficile d'y répondre en 2 minutes, mais auriez-vous des méthodes ou astuces pour passer outre l'hétérogénéité des gels? En fait, l'idée de ces tests, c'est vraiment de pouvoir cribler, sélectionner des matières premières d'intérêt. Ensuite, quand on a sélectionné et détecté, on va dire, des matières premières qui sont d'intérêt, on peut affiner, on va dire, les tests et passer sur des méthodologies plus conventionnelles, plus analytiques, du type rhéologique ou du type viscosimétrique, voilà, avec du RVA ou d'autres méthodes de ce type. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation et la réponse à vos questions. Merci à tous les participants pour leur attention et encore une fois, merci à l'ensemble des intervenants pour la qualité de ces interventions, les réponses qu'ils ont pu apporter. Si vous avez la moindre question, vous avez mon mail qui s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Nous organisons une deuxième partie pour ce webinaire qui aura lieu le 8 mars de 11 h à midi. Donc cette fois-ci avec un focus sur le goût des protéines végétales. Voilà, si d'ici là vous avez des questions, vous avez mon mail, donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous.